Ils représentent l'avenir de la nation et investir sur leur éducation, leur santé. En gros, leur épanouissement revêt d'un devoir pour le gouvernement, un devoir auquel les autorités actuelles ne se sont pas dérogées avec l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est donc pour parler des progrès liés aux différents projets du gouvernement Talon que se tient cette émission. Nous avons en plateau Madame Nadège Arogakodo, directrice générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales et des microfinances, et Monsieur Mohamed Aboubakari. Il est spécialiste politique sociale en charge des finances publiques à l'UNICEF. Sans oublier bien sûr les enfants à qui nous allons donner la parole. En 52 minutes d'horloge, les invités sur ce plateau vont s'atteler à informer et sensibiliser sur l'intérêt de la budgétisation de l'enfance, c'est-à-dire l'intérêt de financer l'enfance. Ils vont surtout répondre aux préoccupations des bénéficiaires, c'est-à-dire les enfants ici présents. Bonjour chers amis. Bonjour. Nous allons suivre, avant de démarrer cet élément, sur le bilan des 15 années d'action en faveur de la protection de l'enfant. Ceci en prélude à la journée de l'enfant africain 2025. Les acteurs impliqués dans la défense et la protection de l'enfant harmonisent leurs réflexions en vue de la célébration réussie de la 35e journée de l'enfant africain. C'est visiblement la phase technique qui permettra aux parties prenantes de faire un zoom sur les progrès réalisés depuis 2010 en matière de sécurisation, de planification et de budgétisation pour les droits des enfants. La rencontre vise également un objectif crucial, décliné à l'assistance. Ouvrir un dialogue franc et constructif sur la problématique des enfants en situation de rue, qui est un phénomène préoccupant et grandissant, notamment dans les grandes villes de notre pays. Il s'agira donc de poser ensemble un regard sur les progrès enregistrés afin de valoriser les bonnes pratiques et les dynamiques locales porteuses d'espoir, mais aussi et surtout sur les défis persistants afin d'identifier les obstacles systémiques et de définir les stratégies appropriées. Au-delà des constats, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance attend de cet atelier des recommandations fortes. Le gouvernement béninois a fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille et cela s'est matérialisé, entre autres, par un cadre juridique légal en République du Bénin. Les partenaires techniques et financiers s'en réjouissent et s'engagent à davantage soutenir tous les efforts en faveur des droits des enfants. Dans le domaine de la protection des enfants, des lignes budgétaires sont créées en faveur des mineurs en conflit avec la loi. Tout récemment encore, de grands chantiers ont été lancés avec des réformes stratégiques majeures dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine du travail social avec la réforme des GUPS, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'état civil. Donc, les efforts sont nombreux. Les partenaires techniques et financiers, y compris l'UNICEF, restent disponibles pour continuer à appuyer les efforts en faveur des investissements pour les droits des enfants. Les enfants sont associés aux discussions de cet atelier et sont invités à apporter leur contribution à la mise en place d'un système de protection résilient et inclusif. Les enfants, pour un avenir meilleur. Les enfants, pour un avenir meilleur. Nous sommes de retour en plateau et vous l'avez constaté, ils sont bien présents et ils sont prêts pour travailler à leur avenir. Alors dites-nous, Madame la directrice, 15 années d'action en faveur de la protection des droits de l'enfant. Quel est le bilan aujourd'hui que vous faites 10 ans après tout ceci? Merci beaucoup. Bonsoir Madame la journaliste et bonsoir chers enfants. Je voudrais juste revenir sur le fait que les 15 ans de bilan se réfèrent au thème qui a été retenu à l'échelle internationale pour célébrer la journée de l'enfant africain et qui est quels sont les progrès qui ont été réalisés depuis 2010 en matière de planification et de budgétisation des droits de l'enfant. Donc nous prenons un peu comme référence 2010
qui est un peu l'année au cours de laquelle la budgétisation sensible aux enfants avait été le thème de la célébration de la journée de l'enfant africain. Donc on se dit 2010-2025, qu'est-ce que les États africains ont pu faire en matière de protection de l'enfant? Et le Bénin en fait partie et nous sommes très heureux en ce moment à travers ce bilan que nous avons réalisé déjà à travers cet élément qui est passé tout à l'heure et qui nous permet de réaliser que nous avons enregistré beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. On peut s'orienter vers le plan juridique où tout d'abord, si on se réfère à notre constitution, le Bénin, depuis le début, fait de l'enfant une priorité. Les articles 12 et 13 de notre Constitution fixent déjà les bases de l'importance de l'éducation de l'enfant. Et l'article 26 plus tard, dans la Constitution également, établit la nécessité pour l'État de protéger la famille et particulièrement de protéger la mère et l'enfant. Et donc, cet élément fondamental en termes de dispositions juridiques pose déjà toutes les bases en matière de protection de l'enfant. Et l'État a poursuivi quand même dans cette dynamique à travers la ratification des différents tests à l'échelle internationale, mais également au plan national. Nous pouvons relever que le Bénin dispose depuis 2015 d'un code de l'enfant. Et le code de l'enfant, c'est la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 qui met un accent particulier sur les droits de l'enfant, mais aussi ses devoirs, tout en faisant une place de choix quand même aux responsabilités des parents, des communautés, mais aussi de l'État. À côté de ce test, je pense que l'État est allé encore plus loin en prenant en 2017 le test de loi qui promeut, qui protège les droits des personnes handicapées et personnes handicapées, y compris les enfants bien sûr. Et tout récemment, les différents décrets d'application de ce test ont été pris et il est important pour nous de pareilles occasions de mettre l'accent sur les mesures d'inclusion relatives surtout à l'éducation inclusive. Donc aujourd'hui, l'État prend les dispositions nécessaires pour que l'enfant handicapé aussi puisse jouir pleinement de ces différents droits, que ce soit le droit à l'éducation, au loisir et de ces différents droits. Donc ça aussi, c'est une grande avancée qui a été enregistrée. Nous avons également eu des avancées toujours au plan juridique par rapport à la loi 2021 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, qui met un accent sur qui considère comme une situation aggravante le viol commis sur une femme enceinte. Déjà, le viol est un crime, est criminalisé au Bénin. Et quand il est commis sur une femme enceinte, l'État, le législateur, dans son esprit de protéger l'enfant, même depuis à la conception, considère le fait que la femme violée soit enceinte comme une situation aggravante de ce crime-là, qui déjà n'est pas admis. Et toutes les questions liées au viol commis sur des mineurs de moins de 13 ans, ce test les réfère directement à la criette. Ce sont là des éléments quand même très importants pour nous en matière de protection de l'enfant. Et l'État ne s'est pas arrêté là. L'État a mis également un accent sur la prise en charge des enfants en situation difficile, notamment à travers les centres d'accueil, mais aussi des enfants qui, du fait de l'indisponibilité de leurs parents, sont placés momentanément dans des garderies. Donc l'État s'est intéressé également à s'assurer que la prise en charge institutionnelle de l'enfant répond aux normes, quel que soit le type, que ce soit en garderie, donc des parents qui sont là, qui ont besoin pour aller au service de déposer leurs enfants dans une garderie. L'État ne s'est pas contenté de dire ses parents ont les moyens, les garderies, ils font comme ils peuvent. Non, pas du tout. L'État s'est dit, je mets l'essentiel pour que les conditions d'accueil de ces enfants puissent respecter les normes en la matière. Et c'est pareil pour les enfants privés de la protection parentale et qui, à un moment donné, doivent être accueillis dans des institutions pour prendre le relais
de l'inexistence tout de suite d'une réponse familiale pour que dans les structures d'accueil, les enfants privés de la protection parentale puissent également jouer du minimum en termes de conditions de vie pour la réalisation de leurs droits. Donc voilà, si je prends le plan juridique, voilà ce que je peux dire. Et dans les autres secteurs également, nous avons plusieurs avancées sur lesquelles on pourrait revenir. Alors, merci beaucoup à vous, Madame la Directrice. Monsieur Aboubakari, vous représentez sur ce plateau les différents partenaires, en l'occurrence l'UNICEF. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui des avancées en matière de protection des droits de l'enfant au Bénin? Oui, merci, Madame la journaliste. Je voudrais commencer par dire que l'UNICEF est l'institution des Nations Unies qui est chargée de la promotion des droits des enfants, de la jouissance par les enfants de leurs droits et la sauvegarde des droits de ces enfants lorsque ces droits sont menacés. Et l'outil principal par lequel l'UNICEF fait ce travail, c'est la Convention relative aux droits des enfants. Donc la première chose, c'est que le Bénin a adopté, et donc cette convention en 1990 est désormais un État partie. Et ensuite, le Bénin dispose donc, comme l'a dit la Directrice générale des affaires sociales, d'un cadre légal et politique ambitieux en matière de protection et de promotion des droits des enfants. Et plusieurs lois ont été vraiment, ces dernières années, adoptées pour renforcer la protection des droits de l'enfant au Bénin. Elle en a cité beaucoup. Il y a des lois sur la protection de la santé en République du Bénin qui prend en compte donc les enfants. Il y a aussi la loi sur l'hygiène publique. Donc on peut citer beaucoup de lois. Et en complément, il y a aussi le cadre réglementaire à travers 2 décrets importants. Le premier, ça fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil de promotion de l'enfant en République du Bénin. Elle a mentionné ça. Et ensuite, en 2013, le Bénin a ratifié le protocole facultatif de la Convention relative aux droits des enfants concernant la vente des enfants, la prostitution et la pornographie, donc mettant et enseignant les enfants. Il y a d'autres textes réglementaires qui ont été également adoptés pour lutter contre les pires formes de travail donc des enfants, la traite des enfants, les violences basées sur le genre, et pour garantir l'accès des enfants aux services sociaux comme l'éducation, la santé, la nutrition et j'en passe. Et en dehors de ça, pour que ces politiques-là soient vraiment implémentées, le gouvernement a fait d'énormes efforts par la prise en compte donc des droits des enfants dans les politiques publiques, et sûrement qu'on va y revenir dans la suite du débat. Alors, on parle de budgétisation de l'enfance, de financement de l'enfance. Quel est, selon vous, l'intérêt d'attribuer un financement à l'enfance? Merci. En fait, la budgétisation sensible à l'enfance, c'est tout simplement le fait de prendre en compte les besoins des enfants dans tout le processus budgétaire. Depuis la préparation du budget jusqu'à son vote à l'Assemblée nationale, en passant par l'exécution du budget et le contrôle. Donc à toutes les étapes, on doit penser aux besoins des enfants, se poser la question de savoir est-ce que les besoins des enfants sont réellement pris en compte. Et je crois que dans la suite du débat, on va montrer clairement que le Bénin s'est engagé dans cette budgétisation sensible aux enfants au point de devenir aujourd'hui dans notre sous-région un pays champion en matière de protection et de promotion des droits des enfants. Alors, Madame la Directrice, nous parlons des enfants. Et que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la place que les enfants occupent désormais dans les politiques publiques au Bénin? Je vais dire que les enfants occupent une place de choix parce qu'au Bénin, en dehors des politiques publiques de façon générale dans chaque secteur, l'enfant dispose au Bénin d'une politique spéciale qui organise les interventions en sa faveur. Je veux parler de la politique nationale de protection de l'enfant. Le Bénin fait partie quand même des pays qui se sont exercés, qui ont fait l'effort de dédier une politique uniquement à la protection de l'enfant. Et dans cette politique, vous verrez dans sa version 2015-2025, toute l'analyse situationnelle qui ramène les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés par rapport à la protection de l'enfant et qui met également, qui organise et qui structure les interventions en faveur de l'enfant. Et c'est d'ailleurs le fait de structurer ces interventions qui rend aisée la planification
et la budgétisation des interventions qui prennent en compte les droits de l'enfant tout en se référant aux problématiques qui sont répertoriées. Et cette place de choix se justifie aussi par le fait que, bien que l'échéance de cette politique soit sur 2025, le gouvernement a déjà travaillé à ce que cette politique soit actualisée, puisque son échéance était 2025, mais figurez-vous que depuis 2022-2023, nous travaillons déjà à son actualisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait dans le cadre de cette politique, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les défis qui persistent et quels sont les défis aussi qui émergent. Et à la date où nous sommes, la nouvelle politique de protection de l'enfant qui s'étend sur la période 2025-2034 est pratiquement bouclée. Le processus de son approbation a beaucoup évolué. C'est pour dire que l'État accorde une place quand même assez importante à l'enfant et le gouvernement est conscient de ce que le développement du Bénin, l'avenir du Bénin, comme l'ont dit les enfants tout à l'heure, repose sur les enfants. Et si demain nous devons avoir des cadres assez responsables, des citoyens, des adultes qui portent le Bénin dans la marche vers son développement, c'est qu'il faut aujourd'hui préparer cet avenir-là et le gouvernement est dans cette logique. Alors, parlez-nous un peu des avancées sur le plan budgétaire. Y a-t-il un budget sensible à l'enfant dans notre pays? Naturellement, il y a un budget. Le budget est sensible aux droits des enfants parce que, comme on venait de le dire tout à l'heure, le Bénin dispose d'une politique nationale de protection de l'enfant. Et quand je parle de politique, à l'intérieur, nous avons des axes d'intervention qui définissent clairement les actions à mener pour qu'à terme, les différentes problématiques répertoriées puissent être résolues et conjuguées au passé. On peut faire un tour dans chaque secteur. On va prendre peut-être quelques-uns. Si je prends la question de l'éducation. Oui. En matière de l'éducation au Bénin, en termes de budget, si nous référons aux différentes lois des finances, 2015 par exemple, 2025, nous allons remarquer que le budget s'est accru de 216 milliards. On est passé à plus de 500 milliards en 2025. On part de 216 milliards en 2015 et on est actuellement à plus de 500 milliards en 2025 pour organiser l'éducation de l'enfant. Et quand je parle de ce budget, je mets aussi en exergue toutes les actions qui prennent en compte les vulnérabilités des enfants en matière d'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, l'école primaire est gratuite parce que la Constitution en fait une obligation pour l'État de faire en sorte que les enfants soient à l'école. Le Code de l'enfant est revenu là-dessus et rend l'école primaire obligatoire. Et dès lors que ça devient obligatoire, ça veut dire que l'État a la responsabilité de garantir l'accès de l'enfant à l'éducation, ne serait-ce que par le cours primaire et les autres étapes suivront. Donc, rendre le cours primaire gratuit et ensuite le cours secondaire pour les filles, le premier cycle, et ensuite vers le second cycle également qui est en cours. Tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est important de le souligner. Le gouvernement travaille davantage à ce que 100% des écoles primaires disposent de cantines scolaires. Et aujourd'hui, dans les écoles primaires publiques, nous avons des cantines scolaires. L'esprit vraiment qui accompagne cette action, c'est de faire en sorte que les enfants à l'école puissent accéder au moins à un repas chaud dans la journée. À l'école, nous avons plusieurs types d'enfants. Nous en avons qui proviennent de familles vulnérables, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'obtenir ce repas à la maison. Et le gouvernement étant conscient de ce que l'enfant ne pourra bien assimiler, bien apprendre que quand il est quand même rassasié. Donc le gouvernement se fait le devoir d'offrir ce repas chaud-là à chaque enfant dans les écoles primaires. Ça, ce sont de très grandes avancées. Quand on évolue vers le domaine de la santé, par exemple, nous pouvons dire qu'en 2015, quand on consulte la loi des finances, on était à 87 milliards environ. Et aujourd'hui, en 2025, on est passé à 150 milliards. C'est pour dire la progression dans chaque secteur. On la voit de façon assez précise. Par rapport à la protection sociale, également, oui, nous avons avancé suffisamment.
On était en 2015 autour de 58 milliards, on est passé à plus de 132 milliards en 2025. C'est pour dire que dans chaque secteur, même quand on prend le cadre de vie, on était autour de 42 milliards. Aujourd'hui, on est avancé vers 185 milliards. Et cette progression est planifiée et vous pouvez, en consultant les différents documents budgétaires, réaliser même les projections sur 2020, jusqu'en 2027. Et vous verrez que les chiffres que nous avons avancés pour 2025 sont nettement inférieurs aux perspectives de 2027. Ça veut dire que la budgétisation est suffisamment sensible au point où l'État, en amont, planifie les dépenses à réaliser pour la protection, pour la promotion des droits de l'enfant des années en amont. Donc en 2027, ce qui sera fait par rapport à la protection de l'enfant aujourd'hui, c'est déjà planifié. Et les dispositions sont organisées dans le sens de les réaliser. C'est tout là l'intérêt de partir de la politique pour réussir quand même à faire de la planification, de la budgétisation des droits de l'enfant. Alors, M. Aboubakari, quels sont les secteurs dans lesquels l'UNICEF accompagne le gouvernement dans ses actions? Merci. Je pense que l'UNICEF intervient dans tous les secteurs sociaux, en particulier les secteurs sociaux sensibles aux droits des enfants. Nous avons la protection sociale, donc l'UNICEF a accompagné le gouvernement pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale. Et d'ailleurs, cette politique est arrivée à échéance et une nouvelle politique holistique de protection sociale. Quand on dit holistique, c'est que ça prend en compte tous les aspects de la protection sociale sur la période 2024-2023. Le gouvernement, à travers plusieurs ministères, a adopté également beaucoup de politiques avec l'accompagnement d'autres partenaires et de l'UNICEF en particulier. Je voudrais citer par exemple la politique de l'alimentation, de la nutrition, parce que c'est très très important. Et à la suite de cette politique, il y a les efforts du gouvernement que l'UNICEF salue pour le projet 1000 jours, ou le projet de supplémentation alimentaire des enfants, qui est une priorité. Et la directrice des affaires sociales a parlé tout à l'heure des cantines scolaires. Mais avant les cantines scolaires, il faut que les enfants soient dans de bonnes conditions. Il faut que les enfants soient bien nourris. Et si les enfants ne sont pas bien nourris, leur éducation et leur santé vont prendre un coup. Et donc, ils ne pourront pas impulser de façon réelle, de façon solide, le développement économique et social de la nation. Et c'est de ça qu'on parle. On parle du capital humain. La nutrition fait partie des éléments qui vont dans ce sens-là. Au-delà des politiques, l'UNICEF a accompagné également le gouvernement pour l'élaboration d'un certain nombre et la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Je vais citer par exemple le programme Cash Plus Care, qui a comme objectif de mettre fin au mariage des enfants à travers la rétention, l'accès et la rétention des filles à l'école, à travers des transferts monétaires aux parents de ces filles-là pour qu'elles puissent vraiment rester à l'école. Je vais citer ça. Le gouvernement a également mis en œuvre d'autres programmes avec d'autres partenaires. Et pour revenir maintenant sur votre question, sur le plan budgétaire, il y a eu plusieurs avancées. Le Bénin a fourni des efforts en matière d'allocation budgétaire aux différents secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, la nutrition, la protection sociale, comme elle a dit. Et quand on a fait une analyse budgétaire, on a noté que la part du budget de l'État qui va à ces secteurs sociaux-là, sensibles aux enfants, y compris l'eau, l'hygiène et l'assainissement, est passée de 33% environ à 43% environ entre vraiment 2019 et 2025 seulement. Sur cette période-là, on voit vraiment les avancées. Mais en plus, l'UNICEF a accompagné le ministère des Finances à travers la Direction générale du budget pour élaborer un document qu'on appelle les questions de l'enfance au cœur du budget de l'État. Donc, après le vote du budget par les députés, le ministère de l'Économie et des Finances sort vraiment un document pour montrer quelles sont les interventions prioritaires que le gouvernement va accompagner au cours de l'année. Et ça, c'est une avancée majeure qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Bénin un pays champion dans ce domaine-là. Et pour dire que l'objectif de ce travail que l'UNICEF fait en appuyant donc le gouvernement, c'est de faire en sorte
qu'on ait la réalisation des droits des enfants à travers une utilisation optimale donc, du budget de l'enfant pour faire en sorte que chaque enfant puisse survivre et prospérer, chaque enfant puisse apprendre, chaque enfant puisse vraiment être protégé, vivre dans un environnement sain et ait une chance équitable donc, dans la vie. Merci à vous, M. Aboubakari. Après toutes ces informations que vous avez partagées avec nous, on va se tourner vers nos invités de marque, je dirais, pour recueillir quelques questions. Signana, avez-vous des questions à poser à nos invités? On va écouter. Mademoiselle, présente-toi et tu poses ta question. Merci, madame la journaliste. Déjà, je salue les autorités présentes. Moi, c'est Alain Delideo Gracias, élève en classe de première C. Je voudrais demander, est-ce qu'on peut imaginer un jour un Bénin sans enfants en situation de rue? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais si vous pouvez garder la question, on va y revenir. Mademoiselle Alain, on va revenir à votre question. Oui? Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Je me nomme Titon Wilfried, membre de la CCNE. Je voudrais savoir, qu'est-ce que l'État a fait ces dernières années pour que les enfants soient mieux protégés? La question, nous allons laisser madame la directrice répondre. Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. L'État a mené plusieurs actions pour que les enfants soient davantage protégés au Bénin. On est revenu sur les différents textes de loi qui ont été prises. Si dans un pays, il n'y a pas un cadrage juridique qui dit clairement ce qui est autorisé à faire et ce qui n'est pas autorisé à faire, les enfants ne pourraient pas vraiment être protégés. Donc, l'une des choses que l'État a eu à faire, c'est de prendre des lois pour dire au Bénin, l'enfant a droit à l'éducation, à la famille, aux loisirs, à la santé et tout. Mais aussi, l'État a mené d'autres actions pour la prise en charge de la santé de l'enfant, par exemple. À travers ces actions aujourd'hui au Bénin, la prise en charge du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans est gratuite. Donc, quand il y a un enfant, l'État est conscient de ce que la question du paludisme est très préoccupante au niveau de cette tranche d'âge, 0 à 5 ans. Et l'État ne souhaite pas que cette question repose sur le budget des familles. Et que ce soit faute d'argent qu'un enfant atteint du paludisme en vienne à quitter ce monde. Donc l'État a pris en charge le traitement du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans par exemple. L'État a mis en place la ligne verte, le 138, pour que les enfants victimes de violations de leurs droits à divers niveaux puissent les dénoncer, et même s'il y a des adultes qui en sont témoins, qu'ils puissent également les dénoncer de façon gratuite, dans l'anonymat également. Ce qui veut dire que autour de vous, s'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, s'il y a des enfants qui sont maltraités, s'il y a des enfants qui sont dans des conditions qui ne sont pas acceptables, ça veut dire que vous avez le droit, mais aussi le devoir de devoir dénoncer cela en appelant le 138 partout où vous êtes sur le territoire national pour qu'on puisse savoir qu'il y a cette situation et qu'on puisse dépêcher les équipes d'intervention qui sont les plus proches de cet enfant pour pouvoir subvenir à ses besoins. L'État a mis en place également au niveau de l'enseignement, de l'éducation, les classes socio-éducatives qui aujourd'hui sont une initiative très importante dans la construction du citoyen de demain. Donc, c'est une action qui consiste à former les enfants, à renforcer les compétences de vie courante au niveau des enfants pour qu'ils puissent apprendre les normes sociales, les valeurs liées à la citoyenneté et que demain, ils puissent avoir des repères solides, des références solides pour être des adultes garants et capable de contribuer au développement du Bénin.
Vous aurez constaté aujourd'hui que les commissariats de police, la police républicaine, est descendue au niveau même des arrondissements avec des postes avancés un peu partout. Ça aussi, c'est pour la population, mais aussi pour les enfants, pour que la sécurité soit plus proche du citoyen, donc aussi de l'enfant. L'État met aussi un accent sur le soutien aux familles vulnérables. L'État est conscient de ce que toutes les familles n'ont pas les mêmes bourses et que tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, les guichets uniques de protection sociale qui sont un peu partout sur le territoire national sont là pour accompagner les familles qui ont des difficultés afin que leurs enfants puissent jouir également de leurs droits. Donc, autant d'actions que nous pouvons citer, il y en a encore suffisamment qu'on peut citer pour dire un peu ce que l'État a fait pour que les enfants au Bénin puissent être protégés. Merci, Madame la Directrice. Wilfried, tu es satisfait? Une autre question? Oui. Je suis Eugene Patia, je suis ex-adjointe au maire enfant de la commune de Cotonou. Là, j'ai 2 questions. On va prendre une question d'abord. Ok, je vais faire là un soir. La question qui me tient le plus à cœur, c'est au niveau de l'éducation. Tout à l'heure, Madame la Directrice disait que il y a l'éducation primaire qui est gratuite pour tout le monde et pour les filles au premier cycle, et que c'est en train d'être prolongé jusqu'au second cycle. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait pour les garçons, parce qu'on va traiter ça peut-être de discrimination positive, mais je crois qu'avec l'avancée, ça va frustrer les garçons. Qu'est-ce qui est fait pour eux? Elle est très gentille, elle pense à ses camarades. Alors, répondez. D'accord, merci beaucoup pour la question. Déjà, on parle de la base où l'éducation, l'école primaire, elle est gratuite pour tout le monde, d'accord? Filles et garçons, voilà. Et au niveau du collège, gratuit, comme vous l'avez dit, pour les filles au premier cycle, avec extension vers le second cycle, mais payant quand même à un taux très réduit, très forfaitaire pour les garçons. Ça s'explique par le fait que nous partons d'un contexte sociologique où mettre le garçon à l'école est accepté assez facilement. Voilà. Nous partons d'un niveau où la fille, dans nos contextes, n'avait peut-être pas forcément 100% de son droit d'aller à l'école. Et donc, si on part de cette base où sociologiquement, on note des freins, des obstacles à la scolarisation des filles, si l'État en venait également à mettre un coût à l'inscription d'une fille à l'école, vous convenez avec moi que cet élément coût va venir aggraver la situation de base qui était que on a tendance à penser que les filles peuvent ne pas aller à l'école puisqu'elles sont peut-être envisagées pour exécuter les travaux domestiques, faire du commerce, ainsi de suite. Donc l'État se dit, au regard de ce contexte, je rends gratuit aussi bien le cours primaire, mais aussi le collège pour les filles, pour qu'on ne se dise pas du fait qu'on doit payer des frais de scolarité, que ce soit un frein pour que la fille qui a déjà pu venir au CM2, qui a eu son CEPE, qu'on ne la recale pas, qu'on ne la garde pas à la maison, parce que pour son entrée en 6e, il faut forcément payer un coût. Donc l'État décide de récupérer, de prendre en charge ce coût-là pour s'assurer que la fille qui a commencé le CI, arrivée au CM2, quand elle a son CEPE, elle a la facilité de poursuivre en 6e. Et l'esprit, c'est aussi de maintenir les filles à l'école. Parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de motifs, beaucoup de raisons qui font que les filles abandonnent l'école. Donc, ces éléments ont amené le gouvernement à dire, pour les filles, au regard de notre contexte, on va rendre gratuit l'école. Mais pour les garçons, ce n'est pas que rien n'est fait, non. Le gouvernement met en place également des mesures d'exonération des frais de scolarité pour les garçons qui sont en situation difficile. Donc, s'il y a des garçons de la 6e en terminale pour lesquels payer les frais de scolarité pourrait être un frein à leur cursus, à l'évolution de leur cursus scolaire,
Nous avons au niveau du ministère des Affaires sociales et du ministère de l'enseignement secondaire le mécanisme qui nous amène à accompagner ces garçons-là pour qu'eux aussi puissent demeurer à l'école. Donc les garçons ne sont pas laissés de côté. Le gouvernement travaille aussi bien pour ses fils que pour ses filles, parce que chacun compte pour le développement du Bénin. Tu es satisfaite? Alors, nous allons continuer dans cette émission. On va s'intéresser à présent à un projet, et pas des moindres, parce que les conditions de vie de cette catégorie d'enfants suscitent beaucoup d'interrogations au sein de la population. Il s'agit du projet pilote enfants en situation de rue, en abrégé 3 Pierres. Parlez-nous un peu de ce projet. Le projet 3 Pierres est un projet pilote, une initiative du gouvernement qui vient focaliser l'attention sur la situation des enfants qui sont dans la rue et que nous rencontrons dans la rue. Le phénomène n'est pas une problématique nouvelle, c'est une problématique que nous connaissons et sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Mais à un moment donné, notamment à partir de 2024, le gouvernement a décidé de mettre un accent particulier sur ce phénomène au regard des indicateurs que nous enregistrons. Donc, il est relevé que la plupart des interventions qui sont menées aussi bien par le ministère des Affaires sociales que par les organisations de la société civile et d'autres ministères sectoriels intervenant en matière de protection de l'enfant, on a constaté une persistance de ce phénomène-là. Les enfants qui sont dans la rue, on les voit toujours, on constate que leur nombre augmente, voilà, et que le phénomène s'agrandit et devient quand même préoccupant parce que pour le gouvernement, les enfants ne doivent pas être dans la rue, ils doivent plutôt être en famille, à l'école ou en formation professionnelle, dans les centres de loisirs, ainsi de suite. Et donc ce projet vient répondre de façon spécifique à cette problématique tout en partant d'une base pilote pour cerner de façon un peu plus précise les contours de ce phénomène. Et donc, c'est le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue est un projet innovant en ce sens qu'il développe une stratégie qui cumule 3 interventions, 3 approches d'intervention que sont le travail social de rue. Hier, dans nos interventions, c'est peut-être quelqu'un qui rencontre l'enfant en situation de rue et qui le conduit vers une structure de prise en charge, vers le chef quartier, qui à son tour va le conduire vers le guichet unique de protection sociale, ainsi de suite, ou au centre de santé ou au commissariat. Mais aujourd'hui, à travers ce projet, le volet intervention sociale de rue amène les travailleurs sociaux mis à disposition par le gouvernement au niveau du projet. Ils sont une 50aine qui ont été recrutés et mis à disposition par le gouvernement sur ce projet-là. Ils vont directement dans la rue, à la rencontre de ces enfants-là. Et cette approche d'intervention de rue, sociale de rue, consiste à un paquet d'activités qui part de l'identification de l'enfant, de l'écoute, de la catégorisation, mais aussi de la mise en confiance pour amener l'enfant à adhérer au protocole d'accompagnement et on pourra déboucher sur la médiation familiale et la prise en charge de l'enfant de façon complète. Et donc, cette intervention est très importante pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles les enfants sont dans la rue. Et figurez-vous que dans la rue, nous n'avons pas les mêmes types d'enfants. Nous avons des enfants qui sont dans la rue, que nous appelons enfants dans la rue. Nous avons des enfants que nous appelons enfants de la rue. Et il ne s'agit pas du tout des mêmes types d'enfants. Les enfants dans la rue sont ceux qui, pour une raison ou une autre, sont peut-être égarés, ont peut-être cassé quelque chose, pris quelque chose à la maison, ont peur, se sont réfugiés dans la rue. Ils sont souvent en début de séjour dans la rue. Et quand on a la chance de les rencontrer pendant ce début de séjour, c'est un peu plus facile de les récupérer. Les enfants de la rue sont ceux qui ont malheureusement passé beaucoup de temps dans la rue, qui ont eu le temps de développer des mécanismes d'adaptation à la rue et qui font un peu de la rue leur maison et qui sont en train de se déconnecter des valeurs sociales, des valeurs morales communes à chacun de nous.
Et en plus de cette approche, la deuxième approche qui est dans la stratégie du projet, c'est la prise en charge institutionnelle de l'enfant. Donc, à travers le protocole, l'enfant pourrait être récupéré de la rue, placé en transit dans un centre où on travaille à sa réhabilitation, on travaille sur les valeurs sociales, on essaie de l'aider à retrouver ces valeurs qu'il est en train de perdre, l'ordre dans la vie, le respect de lui-même, la confiance en soi, l'amour de soi-même, le désir d'avancer. On travaille sur toutes ces questions. Et enfin, le troisième axe ou la troisième approche est relative au soutien aux familles, parce que le gouvernement a réalisé quand même que l'enfant quitte la maison pour la rue parce qu'à un moment donné, quelque chose ne va pas. Oui. Et parfois, ce quelque chose pourrait s'appeler la pauvreté ou le manque. Donc, le gouvernement a prévu dans ce projet que les familles des enfants qui sont dans la rue, si la question, le motif de la présence de l'enfant dans la rue était lié aux vulnérabilités enregistrées au sein de la famille, le soutien à ces familles est prévu pour que ces familles-là retrouvent leur dignité pour récupérer leurs enfants et les protéger afin de construire leur développement. Donc voilà un peu, de façon un peu ramassée, le contenu de ce projet qui envisage vraiment de réduire la question de la présence des enfants dans les rues au Bénin. Alors, Monsieur Aboubacaré, vous avez suivi avec moi le développement. Quel regard est-ce que vous portez sur ce projet? Merci. Je pense que ce projet-là qui vise à réduire ou à faire en sorte d'éliminer les enfants en situation de rue montre comment on peut utiliser l'argent public pour défendre les droits des enfants. Parce que c'est un projet dont le financement a été mobilisé par donc, le gouvernement et c'est une thématique qui nous intéresse, nous autres, à l'UNICEF, parce qu'il s'agit d'un investissement pertinent qui permet à l'État de faire face aux besoins d'un groupe d'enfants qui sont parmi les plus vulnérables. Et l'objectif est clair et c'est pour ça que l'UNICEF soutient vraiment cette initiative, c'est de prévenir donc d'abord la situation donc, des enfants, faire en sorte que ces enfants ne se retrouvent pas dans la rue, protéger donc les enfants lorsqu'il se fait que malheureusement ils se retrouvent donc dans la rue et les aider dans un processus à vraiment se retrouver dans leur famille, retrouver plus donc de stabilité. Et si il se fait que on ne retrouve pas encore la famille, il faut peut-être faire un transit à travers donc les centres d'accueil ou les familles hautes. À l'UNICEF, on soutient le gouvernement afin que les solutions à base familiale, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve dans la famille, c'est cette solution-là qui fait partie des normes standards et c'est cette solution-là que nous privilégions. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon transitoire, on soutient donc le fait que ces enfants peuvent être récupérés et mis dans les centres pour les familles vraiment d'accueil. Et pour cela, l'UNICEF a mis en place ce qu'on appelle des comités de veille villageoise qui aident vraiment à travailler dans ce domaine. Et grâce à ce projet-là, nous allons travailler avec le ministère des Affaires sociales et des microfinances pour faire en sorte que ce phénomène-là soit vraiment réduit ou complètement éliminé. Merci à vous. Et pour mieux comprendre le projet de prise en charge intégrée des enfants de la rue, nous allons suivre un élément, c'est un extrait qui évoque les premiers résultats de ce projet à Cotonou après 2 mois de mise en œuvre. À Cotonou, de nombreux enfants vivent encore dans la rue, sans toit, sans repères, exposés à de multiples dangers. Le phénomène s'est aggravé avec le développement des villes. Pour répondre à ce phénomène devenu préoccupant, le gouvernement du Bénin ne détourne pas le regard. Il agit. Le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue à Cotonou est un projet très innovateur, en ce sens où sa stratégie de mise en œuvre cumule en une seule stratégie 3 différentes approches que sont notamment l'intervention sociale de rue et ensuite la prise en charge institutionnelle, mais aussi l'accompagnement des familles et le soutien aux communautés.
Ndo 17 ans. Ndo Riomé. Chobo na du reno ve unmi. Nous yo voulais voir restaurant mais ouais non bio e quoi bon nous. Kabi na tien kan ko sun ko be me bo sa chobo du. Yen ezo se sin ma. Wona se go si kwegbe bo. E bio do agbo me mo. No dam lo. Ndam lo do le kabo yin fon le gba le yo. Ai ti ranti ton son dam la. Kaka je présentement dion. E mami quoi. Bon dam lo do ka ho 4 heures so sinon do. Nous l'avons identifié au niveau des As de Kaderun dans l'arrêt vif. Et durant 3 semaines vers 1 mois, il a participé aux activités que nous organisons sur le site. Nous avons fait des recherches parentales. On a trouvé sa maman. Il a tellement que boy match sin numéro. Bodo ho boy match gon pa bodo ho match. Bode do ho match yo. Match wa akok bateau. E ko e do ho ko yen ko. Trois pierres, une réponse coordonnée, humaine et durable. De façon pratique, il faut dire que nos activités commencent par la rue. Dans un premier temps, aussi bien éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues que agents de soutien, tous descendent d'abord dans la rue et font de la maraude. Nous parlons de maraude de rue, où tout enfant identifié comme sans repère ou vivant dans la rue est approché. Et à travers un premier contact, on essaie de connaître les raisons pour lesquelles cet enfant est dans la rue, d'où est-ce qu'il vient, qui sont peut-être ses parents. Et dès lors, une amitié commence par se nouer avec eux. Retirer un enfant de la rue sans son adhésion ne suffit pas. Première étape, recréer du lien, la confiance, ouvrir une porte. Mais l'essentiel de ce travail de rue repose vraiment sur la mise en confiance, la création de la relation de confiance avec l'enfant. Donc on a noté qu'il y a un temps quand même pas du tout négligeable qui permet de créer cette relation de confiance entre nos travailleurs sociaux de rue et les enfants qui sont identifiés. Derrière ce projet, des structures clés offrent à chaque enfant un parcours sur mesure. Un toit, un repas, une écoute, premier pas vers la dignité retrouvée. Au niveau du centre d'accueil des enfants d'Alada, nous accueillons les enfants en situation difficile, spécifiquement les enfants victimes de mariages forcés, de viols, les enfants errants et aussi les enfants du projet 3 pieds. Pour changer un peu leur comportement au cours de leur séjour, il y a des séances éducatives que nous organisons. Nous les amenons à avoir des compétences dans la vie sociale. Par exemple, nous avons aussi des séances que nous faisons pour les amener à avoir des compétences dans la vie courante. Sur ce projet, je suis à la fois sur le terrain et à la fois au centre. Au centre, je suis un peu permanent avec les enfants et j'ai des jours de consultation que je fais avec ces enfants. Parfois, lors de ces consultations, il y a des diagnostics qui ressortent, par exemple, des thématiques de contact, souvent parce qu'ils s'échangent entre eux des serviettes. Et il y a aussi le paludisme, les enfants qui refusent de dormir sous moustiquaire pour des raisons et autres, mais la sensibilisation est là, le déparasitage systématique dès leur entrée au centre. Quand il y a des diagnostics qui dépassent nos compétences, ils sont référés vers des centres. On est au chevet de ces enfants, on suit jusqu'à leur retour au centre. À Pomassé, le CAPAM joue un rôle à part entière dans la réinsertion des enfants en situation de rue. CAPAM entendait le centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Nous avons une double mission. La première mission, c'est d'assurer fondamentalement une assistance aux personnes souffrant de maladies psychiatriques. La deuxième mission, c'est l'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Et c'est ça qui justifie notre collaboration avec le projet de prise en charge intégrée donc des enfants en situation de rue. Et il y en a qui ont développé des profils particuliers, des profils de résistance aux approches qui sont déployées sur le terrain.
pour donc contrer, pour donc être amené à pouvoir assurer un encadrement à ces enfants où le milieu ouvert n'est plus tellement adapté, nous accueillons ces enfants-là ici. Nous en avons accueilli quelques-uns où nous avons développé avec eux ce que je pourrais appeler une prise en charge globale qui vise à assurer leur bien-être d'abord à l'intérieur du centre, mais ensuite qui vise à nous assurer qu'ils sont fondamentalement réintégrés dans leur milieu familial, qu'ils sont réinsérés professionnellement. Vous comprenez alors que les défis majeurs sont l'implication, la responsabilité et l'engagement parental. Leur voix témoigne de la rue à la reconstruction. L'assistance sociale est des soins, non va bon quand robio mais ne test mi do souci ya ntel wa mi kabi inde joya yo mi non do ka mi bon zero bon don ai mettons le dos bon mi non choix mais kamel do souci bo ti kuyo non soulager tomber non chawa bon sin choueno et moi azormi bon na kon kaole et azemilo kaole zone bon wa le fier. C'est un enfant qui a été référé en situation de rue par le commissariat du 12e, mais il est resté très sage et durant son parcours avec le travail que nous faisons en synergie d'action avec les CUPS, nous avons pu trouver une formation professionnelle en carrelage pour ce dernier. Et nous faisons le suivi auprès de son patron qui nous a rassuré qu'il se porte très bien et il suit très bien la formation. La nuit, dès que ses amis dorment, lui il sort, il revient le lendemain. C'est ça qu'il a fait que non, ça ne peut pas marcher. Ça fait 6 mois et les assistants se sont appelés de venir intervenir, que André avec eux. Je suis allé, il m'a présenté qu'il veut reprendre le carrelage. Et j'ai dit ok, avec le système qu'il a fait, moi il ne peux pas accepter. Ils ont dit non, il est changé, qu'il n'a qu'à venir voir et de lui donner le retour quoi. Donc il est venu, quand il est venu vraiment, il a changé et il y a beaucoup de choses que... Les questions, je les pose chaque jour. C'est bon, il peut commencer jusqu'à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Son cadeau de l'eau dans la foi, apprentissage, pour être diplôme, pour être un candidat. So. Yeah, so me you wait more. Moi, I chimo. Mbara Gemini, wallon me. Bon, ni ton. Une volonté affirmée dont les résultats sont déjà tangibles. En quelques semaines déjà, nous avons enregistré près de 300 enfants dont certains sont placés en centre de transit. Plus de 90 séances socio-éducatives ont été organisées avec près de 400 séances d'écoute. Et ces chiffres témoignent de la pertinence de l'approche et de la mobilisation, surtout des travailleurs sociaux sur le terrain. Au-delà du projet Trois Pierres, d'autres actions renforcent la protection de l'enfance au Bénin. En termes d'autres initiatives concrètes pour protéger les enfants au Bénin, nous avons la mise en place de la ligne téléphonique 138, qui est une ligne d'assistance aux enfants pour signaler, pour dénoncer les cas d'abus, de violence, de maltraitance, les campagnes de sensibilisation communautaire et actions contre les violences sexuelles, les mariages précoces d'ailleurs, l'exploitation économique des enfants, etc. L'école des parents pour renforcer le dialogue parents-enfants, les classes socio-éducatives qui véhiculent des valeurs, des compétences essentielles, l'assainissement des centres d'accueil et de protection de l'enfant pour être aux normes et standards minimums, les cantines scolaires qui encouragent la rétention des enfants à l'école, la relecture en cours du Code de l'enfant pour l'adapter aux dernières lois et aux réalités sociales. Mais ce combat, aucun gouvernement ne peut le mener seul. 2 pierres, 3 pierres. Je voudrais lancer un appel fort à la mobilisation de tous. Protéger les enfants est une mission collective. Je voudrais remercier toutes les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le sujet déjà. Remercier aussi les promoteurs des centres d'accueil, surtout ceux qui ont dans le cœur l'esprit d'aider les enfants orphelins et vulnérables à s'en sortir, sans oublier les travailleurs sociaux
de nos guichets uniques de protection sociale partout sur le territoire national qui participent à la protection de l'enfance. Les efforts doivent être poursuivis et redoublés. Je voudrais inviter aussi les familles, les élus locaux, les responsables religieux, ceux de nos communautés, des quartiers, à s'engager à nos côtés pour faire du Bénin un pays où chaque enfant est valorisé, encadré et mieux préparé à un avenir prometteur. avenir meilleur. Les enfants. Pour un avenir meilleur. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Madame la directrice, quel est l'intérêt de ce projet en matière de budgétisation des droits des enfants? L'intérêt de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte qu'aucun enfant du Bénin n'aille vivre dans la rue, mais que les enfants du Bénin soient plutôt dans des familles, soient plutôt à l'école, soit également dans les formations et que leurs droits soient respectés. Et donc, en matière de planification et de budgétisation, ce projet vient comme une preuve tangible de l'anticipation dont fait preuve le gouvernement du Bénin, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, une problématique sur laquelle nous travaillons, mais il a fallu quand même le suivi des indicateurs, l'avancée au niveau des indicateurs pour que le gouvernement réalise qu'il a besoin de mettre un accent particulier sur ce phénomène et d'investir des ressources étatiques pour pouvoir éliminer ce phénomène. Donc c'est vraiment très important de relever la question de ce projet qui est vraiment une preuve de ce que les droits des enfants font objet de planification et de budgétisation. Le gouvernement n'a pas attendu que ce soit peut-être à l'occasion d'une journée de l'enfant africain, que ce soit peut-être à l'occasion d'une journée décrétée ou que ce soit à l'occasion d'une action internationale où ce phénomène est mis vraiment sur la table, mais le gouvernement à l'échelle nationale a réalisé qu'il a intérêt et qu'il a besoin de travailler sur ce phénomène et il a engagé des ressources pour pouvoir contrer ce phénomène. Donc c'est une grande avancée que nous pouvons relever en discutant de cette thématique. Alors on va se tourner une fois de plus vers notre charmant public, ces adorables enfants qui ont bien voulu participer à cette émission. Vous avez certainement des questions à poser par rapport à la thématique. Tu te présentes et tu poses ta question. On m'appelle Joadi Ronvaux. Je voudrais savoir si les enfants de la rue bénéficient tous de ce projet ou bien si c'est seulement dans une seule ville. Ok. Les enfants de la rue partout au Bénin bénéficient d'un accompagnement. Et comme je le disais tout à l'heure, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Malanville, à Kandi, à Porto Novo, n'importe où au Bénin, le gouvernement a mis en place à travers le ministère des Affaires sociales des guichets uniques de protection sociale, qui sont des structures déconcentrées, qui sont au niveau des communes, qui travaillent même en stratégie avancée vers les communautés pour pouvoir apporter une réponse spécifique aux besoins des enfants de façon générale, mais des enfants qui sont en situation difficile de façon particulière. Donc oui, les enfants sur toute l'étendue du territoire national qui sont en situation de rue bénéficient d'un accompagnement.
On part de cette base. Mais dans le cadre de ce projet, vous aurez réalisé tout à l'heure que nous avons parlé d'un projet pilote, de son aspect pilote. Au-delà de toutes ces actions qui sont menées au plan national, le gouvernement s'est dit, quand je regarde les avancées par rapport à ce qui est fait par les guichets uniques, par les ONG, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, je constate que la régression de ce phénomène n'avance pas au rythme que je souhaite. Et vu que les enfants sont une priorité pour moi, je décide en tant qu'État, en tant que gouvernement, de mettre un accent précis sur la gestion de ce phénomène. Et dans tout processus, l'une des bonnes pratiques, c'est de commencer par une phase pilote. Une phase pilote, c'est cet exercice dans lequel on se fixe des objectifs, on définit des actions, on les met en œuvre et puis à la fin, on capitalise les résultats. Ça permet de savoir ce qui a très bien marché, ce qui a moins bien marché et qu'est-ce qu'il faut réajuster pour mieux faire et mieux réussir. Donc actuellement, le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue est dans cette phase-là, pilote, qui n'interrompt pas du tout les actions d'accompagnement des enfants en situation de rue dans toutes les communes du Bénin. Mais la phase pilote est actuellement en train d'être menée au niveau de la commune de Cotonou. Et cette phase pilote s'étend sur 14 mois. Et après ces 14 mois, la capitalisation va permettre d'organiser son extension vers les autres communes. Donc oui, tous les enfants en situation de rue, partout au Bénin, bénéficient de l'accompagnement du gouvernement, puisque la protection de l'enfant de façon globale fait partie des priorités de l'État. Nous allons maintenant revenir à la question de Mademoiselle Allais, une question qui était venue un peu trop tôt, et il faut la poser maintenant. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut imaginer un jour un Bénin sans enfants en situation de rue? Un Bénin sans enfants en situation de rue, tel est le désir ardent du gouvernement du Bénin. Avoir un Bénin où chaque enfant est en famille. Un Bénin où chaque enfant va à l'école. Un Bénin où chaque enfant jouit pleinement de 100% de ses droits. Tel est vraiment l'objectif que vise le gouvernement du Bénin. Et c'est pourquoi nous travaillons à cela. Mais je voudrais rajouter que cet objectif va être facilement atteint si tous ensemble, on accompagne le gouvernement dans ce processus. Je mets dans tous les familles, les communautés, les élus, et que nous puissions travailler à ce que les enfants puissent rester au sein des familles. Le gouvernement prend les mesures, définit un peu les stratégies, met en place les mécanismes et le dispositif nécessaire, mais il est important quand nous retournons à la prévention, puisque les enfants quittent les familles, les enfants se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, au niveau de la famille, ils ont manqué de quelque chose. Et donc, quand nous parlons de budgétisation, de planification des droits de l'enfant, c'est aussi au sein des familles. Donc, tous ensemble, avec la société, si on peut travailler dans la logique de ce que le gouvernement a mis en place, qui est relatif à la protection des enfants, si toutes les familles peuvent s'inscrire dans cette dynamique, oui, nous pourrons atteindre cet objectif visé par le gouvernement, qui est que on puisse construire un Bénin où il n'y a pas d'enfants en situation de rue, parce que la rue n'est pas un cadre indiqué pour les enfants. Les cadres qu'il faut pour les enfants, c'est la famille, c'est l'école, c'est la formation, c'est l'espace de loisirs, et que tous les acteurs dans la chaîne puissent travailler à ce qu'on atteigne cet objectif. Merci beaucoup à vous. Il y a certainement une planification budgétaire spécifique aux droits de l'enfant dans tous les ministères du Bénin. Dites-nous un peu quel est le suivi qui est fait des engagements financiers. Le suivi qui est fait des engagements financiers, effectivement, dans tous les ministères, le budget prend en compte les droits de l'enfant. Quand nous prenons par exemple le ministère de la Santé, tout à l'heure nous avons cité la question de la prise en charge gratuite du paludisme. Pour que la prise en charge du paludisme soit gratuite,
il aurait fallu quand même qu'en amont, le ministère de la Santé, dans son budget, ait prévu l'acquisition du matériel qu'il faut, les intrants qu'il faut pour pouvoir offrir plus tard aux enfants cette prise en charge de façon gratuite. Donc oui, au ministère de la Santé, la budgétisation prend en compte ce volet-là. Nous avons également, dans les différents ministères, quand nous prenons le ministère du Travail et de la fonction publique, ce ministère travaille inlassablement pour lutter contre le travail des enfants. Donc oui, en amont, pour que le travail des enfants puisse connaître cette régression que nous notons au Bénin, parce qu'on est très fiers de cette régression qui est enregistrée au Bénin en matière de travail des enfants. C'est parce que le ministère du Travail et de la fonction publique, à un moment donné, budgétise et planifie les actions de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Voilà. Donc, chaque ministère, autant de ministères que nous allons essayer de prendre, l'organisation qui est mise en place dans le processus budgétaire amène pas le gouvernement, amène chaque ministère à budgétiser quand même et à planifier les droits de l'enfant. Et le suivi des engagements qui se fait, c'est un suivi programmatique. Est-ce que ce qui est budgétisé et planifié correspond à ce qui est prévu au regard des politiques qui ont été prises? Et également, est-ce que ce qui est budgétisé a été utilisé à bon escient pour l'objectif pour lequel c'était budgétisé? Et enfin, est-ce que le résultat auquel on est parvenu est un résultat qui agit sur les problématiques de départ pour lesquelles ces actions ont été budgétisées? Et c'est d'ailleurs ce suivi qui permet au gouvernement à un moment T de relever les insuffisances sur lesquelles il faut travailler, les défis majeurs qui persistent sur lesquels il faut travailler et de réorienter les interventions afin de pouvoir impacter de façon un peu plus percutante ces différents phénomènes. Alors, Monsieur Aboubakari, l'UNICEF est réputé pour donner de la voix aux enfants. Et selon vous, quelle place devrait-on attribuer aux enfants dans le dialogue budgétaire? Merci. Je pense que je vais commencer à dire très rapidement que la budgétisation spécifique aux droits des enfants dans les ministères est une réalité. On a fait des exercices de suivi et de plaidoyer que l'UNICEF fait, qu'on appelle analyse budgétaire, et on a constaté effectivement qu'il y a des budgets spécifiques qui sont créés pour le financement des interventions essentielles pour les enfants. Je vais citer par exemple la prévention et la lutte contre le paludisme au niveau du ministère de la santé de la mère, l'enfant, la vaccination. Je m'en arrête là. Les subventions aux écoles pour les exonérations dont elle a cité, les campagnes de vaccination, les cantines scolaires, les matériels, les manuels pédagogiques qui sont distribués gratuitement aux élèves de CI et CP, la protection et la prise en charge des enfants. Donc c'est vraiment très important de souligner cet effort-là. Et en termes de suivi budgétaire, on a constaté également, parce que notre rôle est de s'assurer de la qualité de la dépense, de l'efficacité et de l'efficience des ressources. Et quand nous avons fait le travail, nous avons vu qu'il y a un processus qui est mis en place à travers ce qu'on appelle les directions de la programmation de l'administration des finances, qui font le suivi à leur niveau, le ministère de l'économie et des finances qui, à travers l'inspection générale, fait le travail également. L'Assemblée nationale aussi fait un contrôle, la Cour des comptes, et c'est pour cela que l'UNICEF a accompagné donc tous les acteurs, depuis les ministères, pour les former sur la budgétisation sensible aux enfants, les autorités locales, la plupart donc des maires et leurs collaborateurs ont été formés, les organisations de la société civile ont été formées, même l'Assemblée nationale a été formée sur la question de la budgétisation sensible aux enfants. Pour revenir à votre question, il faut dire que de façon indirecte, les enfants sont pris en compte à travers le plaidoyer que font les organisations de la société civile et les ONG qui prennent les besoins donc des enfants et qui les font remonter au niveau du ministère de l'économie et des finances, parce que lors de la préparation du budget, le ministère de l'économie et des finances rencontre les organisations de la société civile et les ONG, et nous on accompagne ces organisations de la société civile et des ONG pour mieux porter donc la voix des enfants. Ça c'est de façon indirecte. Mais de façon directe, l'UNICEF accompagne le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du budget pour élaborer un document sous forme de bande dessinée qu'on appelle à l'école du budget. Et cette bande dessinée-là permet de montrer aux élèves, aux enfants, d'où viennent les ressources du budget de l'État
comment le budget de l'État est dépensé. Et c'est à l'occasion d'une activité qu'on appelle alphabétisation budgétaire dans les écoles et les collèges que le ministère de l'économie et des finances va dans ces écoles et ces collèges-là qui sont identifiés donc chaque année pour expliquer cela aux apprenants et pour profiter de l'occasion pour demander en même temps quels sont leurs besoins, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et cela est pris en compte maintenant lors de l'élaboration du budget. Ça, c'est vraiment de façon directe, de façon participative, comment la parole est donnée aux enfants. Et ça, c'est une initiative que nous faisons avec la direction générale du budget et prochainement, avant comment on appelle la fin de l'année, nous allons encore faire cette activité parce qu'il y a une vague qui a été déjà faite dans les villes comme Grand Popo et comme Dassar et comme Aboumé-Calavi et on va poursuivre dans les autres départements. Merci beaucoup à vous. Nous tirons vers la fin de cette émission et avant de finir, nous allons à présent faire un tour de table avec un témoin. Les enfants présents, vous allez nous parler de l'engagement concret que vous prenez aujourd'hui. Madame la directrice, au nom du ministère, pour améliorer la planification et le financement des droits de l'enfant au Bénin. Merci beaucoup. Par rapport à la planification, à la budgétisation des droits de l'enfant, je voudrais dire que le gouvernement du Bénin renouvelle son engagement à poursuivre vraiment de façon assez probante la budgétisation des droits de l'enfant. Donc, c'est un engagement qui est pris, c'est un engagement qui se traduit depuis plusieurs années par tout ce que nous avons dit. Je pense que vous avez noté les grandes avancées en termes de budget, les progrès que nous avons eus quand même par rapport aux différents secteurs. Et je pense que quand on fait quelque chose qui marche, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Le gouvernement renouvelle son engagement à maintenir les enfants au cœur des priorités de l'État et à pouvoir travailler également à ce que la participation de l'enfant continue d'être une effectivité au Bénin. Par rapport au dialogue budgétaire dont vous avez parlé, oui, le gouvernement encourage la mise en place des organisations d'enfants. Nous avons le Conseil consultatif national des enfants, la NACEB, les Youth Reporters, le Parlement des jeunes, qui sont autant d'organisations qui sont consultées à l'élaboration du budget. C'est des organisations d'enfants qui, à la base, consultent leurs pairs. Et je peux vous dire quand même que la mise en place du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue fait partie de grandes recommandations des enfants qui disent quand nous allons à l'école, nous voyons nos frères qui sont dans la rue, qui ne vont pas à l'école, qu'est-ce que le gouvernement fait? Donc c'est pour vous dire oui, le gouvernement consulte les enfants et le gouvernement prend en compte les besoins des enfants exprimés par les enfants. Mais le gouvernement voudrait quand même aussi encourager la mobilisation sociale autour de la protection de l'enfant. La protection de l'enfant n'est pas que l'affaire du gouvernement, n'est pas que l'affaire des ONG, n'est pas que l'affaire des partenaires techniques et financiers que je voudrais vraiment remercier au passage, tous autant qu'ils sont, qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation des droits de l'enfant. Mais la protection de l'enfant est avant tout l'affaire des familles et des communautés à la base. Donc je voudrais inviter les familles à pouvoir redoubler d'efforts pour que l'enfant qui provient d'une famille puisse se sentir aimé et protégé dans cette famille. Monsieur Aboubakari, quel engagement est-ce que vous prenez aujourd'hui pour améliorer la planification et le financement des droits de l'enfant au Bénin? Merci. Et vous avez constaté mon titre. Je suis en charge donc des finances publiques. Exactement. Ça veut dire que les finances publiques, c'est vraiment un domaine très important pour la réalisation des droits des enfants. Lorsqu'on planifie les interventions, les projets, programmes, il faut les ressources pour pouvoir vraiment les mettre en œuvre et obtenir des résultats pour les enfants. C'est pour cela que l'UNICEF travaille pour qu'on ait des budgets suffisants, des budgets efficaces, des budgets efficients, des budgets équitables, c'est-à-dire qui profitent à tout le monde, qu'on soit de familles pauvres ou riches, qu'on soit de zones urbaines ou de zones rurales, un budget transparent. Et c'est pour ça qu'on fait en sorte que même les enfants sachent de quoi il est question quand on parle de budget, et un budget redevable qui permet aux enfants de se dire, gouvernement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez d'écoles, pourquoi est-ce que... Et donc la participation des enfants dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un plaidoyer que l'UNICEF fait pour que tout ça là soit une réalité. Donc pour améliorer concrètement la planification
et la budgétisation des droits des enfants, l'UNICEF prend les engagements suivants. Premièrement, soutenir techniquement la budgétisation sensible aux enfants. Donc l'UNICEF s'engage à apporter une expertise technique aussi bien au ministère de l'Économie et des Finances que aux différents ministères et sectoriels pour la prise en compte réelle des droits des enfants dans le budget. Et cela commence déjà par les différents programmes, les différentes politiques dont nous avons parlé. Et cela inclut le développement de guides qui va permettre de savoir comment concrètement on fait en sorte que dans le budget, on prenne en compte les droits des enfants. Nous allons accompagner par des outils spécifiques et des formations. Ensuite, nous allons appuyer, comme nous le faisons déjà, les différents ministères et le ministère de l'Économie et des Finances pour réaliser ce qu'on appelle les notes d'analyse budgétaire qui permettent de savoir, par exemple pour l'éducation, la part du budget doit être entre 15 et 20% selon le partenariat mondial pour l'éducation. Donc on analyse du budget pour voir est-ce que c'est le cas. Heureusement que pour le Bénin actuellement, c'est le cas. Nous allons également continuer les renforcements des capacités que nous faisons au gouvernement, à la société civile, au Parlement et pourquoi pas donc aux enfants pour qu'ils puissent vraiment mieux exprimer leurs besoins. Donc on a parlé de l'ANASEB, on a parlé du cadre de concertation. On va travailler donc avec ces différents acteurs-là pour que la participation donc des enfants soit une réalité. Alors nous sommes à la fin de cette émission qui est consacrée au progrès réalisé par le Bénin en matière de budgétisation de l'enfance. Ceci, faut-il le rappeler, dans le cadre de la 35e journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin 2025. Nous allons donc à cet effet permettre aux représentants du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, je parle ici en termes de représentante, je vais lui permettre de partager avec nous un message, avec les enfants surtout, à l'occasion de cette journée. Merci. Nous avons parlé tout le temps de l'État et de l'État. Mon message de fin sera un message à l'endroit des familles, pour dire aux familles que les enfants les appellent au secours. Je veux conclure en disant que la budgétisation et la planification des droits de l'enfant doit également se faire au sein des familles. Donc, mon message, c'est d'inviter chaque famille à budgétiser et à planifier les droits de ses enfants, exactement comme l'État le fait à l'échelle nationale. Donc, si j'ai un enfant qui a 1 an, je dois savoir que dans 2, 3, 4 ans, il doit être à l'école. Et comment est-ce que je m'organise pour qu'à cet âge, à 4 ans, à 5 ans, il puisse effectivement être à l'école. C'est mon message à l'endroit des familles. Planifions et budgétisons les droits des enfants au sein des familles. Merci à vous, Madame Nadège Aouga Kodo. Je rappelle que vous êtes directrice générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Monsieur Mohamed Aboubakari, un mot de fin. Merci. Je vais tout simplement souhaiter que le Bénin, qui est champion en matière de promotion et de protection des droits des enfants, puisse continuer et comme ça, parce qu'il y a d'autres pays qui viennent à notre école et qui demandent à l'UNICEF de les aider à venir voir comment le Bénin arrive à obtenir ces résultats-là, et que le fait que les autres viennent apprendre de ce que nous faisons, qu'ils n'arrivent pas donc au-delà. Et c'est pour ça que nous remercions le gouvernement qui a déjà pensé par exemple à la vision 2060 de notre pays. Et donc après cette vision-là, il y aura vraiment de la planification. Nous allons continuer le plaidoyer pour que les besoins des enfants soient pris en compte à tous les niveaux donc, de la planification, depuis les lois, en passant par les politiques, les programmes, les projets et les interventions concrètes en faveur donc, des enfants. Et vraiment dire merci à tous les acteurs au niveau du gouvernement, en particulier notre partenaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, pour tout ce qui se fait en faveur de la réalisation des droits des enfants et l'appui qu'ils acceptent que nous puissions leur accorder dans tous les domaines qui vont permettre vraiment que les enfants puissent atteindre leur plein potentiel pour impulser le développement économique et social de notre pays, le Bénin.
À la suite donc de nos invités, on va donner la parole à Mademoiselle Violaine qui va formuler un message à l'endroit des autorités en cette célébration de la journée de l'enfant africain 2025. Elle va parler au nom de ses amis. Okay. Merci beaucoup. Moi, c'est Laura Violaine, comme vous l'avez dit, chargée des affaires sociales dans le conseil consultatif départemental des enfants. Alors, j'ai juste à dire aux autorités de continuer sur cette lancée parce que ça nous réjouit. Le travail qu'ils font, c'est un excellent travail. Et surtout, j'aimerais demander qu'ils revoient un peu le droit à la participation des enfants pour qu'on ait plus assez à dire ce que nous pensons sur ce qui se fait à l'endroit de nos droits. Donc, merci beaucoup et bonne fête à vous. Les enfants, pour un avenir meilleur. Les enfants, pour un avenir meilleur. Les enfants, pour un avenir meilleur. Alors, c'est avec ce message des enfants que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis.